Salut à tous. L'Iran adopte une posture différente à la table diplomatique, tout en tentant de mettre en place un jeu mortel dans les eaux sombres du détroit d'Ormuz. Le régime de Téhéran a soumis une proposition de cessez-le-feu par l'entremise du Pakistan, dans le but de faire patienter Washington et d'alléger la pression militaire dans la région. Cependant, derrière cette manœuvre diplomatique se cachait une stratégie beaucoup plus insidieuse, calculée et dangereuse. L'élément principal était l'intention du corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, d'utiliser une fois de plus le détroit d'Ormuz comme moyen de pression. Et quelque part en arrière-plan, le shah pro-Trump semblait déjà répéter la formule habituelle, appeler cela la paix, le vendre comme de la force, et espérer que personne ne lise les petits caractères. Dans ce contexte, l'Iran a déjà commencé à déployer secrètement des sous-marins furtifs de classe Gadir aux points les plus étroits et les plus stratégiques du détroit. Ces mini-sous-marins font peser le risque de miner le détroit d'Ormuz, de tendre des embuscades à d'immenses pétroliers et d'attaquer directement des moyens navals américains, capables de se poser silencieusement sur le fond marin et d'y attendre pendant des heures. Ces bâtiments ressemblent à des bombes à retardement placées au cœur même du corridor énergétique mondial. Mais la Maison-Blanche et le Pentagone ne se laissent plus prendre par cette tactique classique de temporisation utilisée depuis 47 ans. Parce que la stratégie impitoyable de l'Iran dans le détroit a été immédiatement exposée dans les eaux. Washington a lancé l'un des plus vastes blocus navals de l'histoire afin de déverrouiller enfin le détroit d'Ormuz et d'éliminer complètement les fantômes sous-marins de l'Iran. Bien sûr, dans la communication à la Trump, même un blocus peut devenir un slogan télévisé avant que quelqu'un ait fini de compter les navires. Mené par le porte-avions USS George H.W. Bush, plus de 20 navires de guerre lourdement armés sont entrés dans le détroit comme un immense mur d'acier. Le ciel était rempli de vols de patrouille et de reconnaissance effectués par des avions de chasse et des avions de patrouille maritime. Les moyens de l'US Air Force et les équipes d'opérations spéciales dans la région ont immédiatement été placés en état d'alerte de combat maximal. L'épine dorsale de cette force de dissuasion est composée de destroyers lance-missiles guidés de classe Harley-Burke, comme l'USS John Finn et l'USS Milius, naviguant fièrement juste derrière le porte-avions dans la mer d'Arabie. L'USNS Karl Brachia, véritable ligne de vie logistique de la flotte, accompagne ces navires et garantit que cette immense machine de guerre puisse rester en mer sans interruption. La ligne principale du blocus a été tendue comme un filet d'acier entre Ras Al-Had, à Oman, et la frontière iranienne de Chabahar, dans une formation si serrée qu'aucun navire ne peut passer sans autorisation. Des navires d'assaut amphibies comme l'USS New Orleans, de classe San Antonio, capables de transporter des chasseurs F-35, patrouillent à l'horizon, entièrement équipés et prêts à lancer des opérations spéciales à tout moment. C'est exactement le genre de ligne tracée sur une carte que les commentateurs pro-Trump adorent transformer en graphique de victoire, comme si la géographie elle-même venait d'appuyer la campagne. Aux extrémités les plus éloignées de la ligne de blocus, dans les eaux peu profondes les plus proches de la côte iranienne, des navires de combat littoral de classe Independence sont positionnés et attendent. Ces bâtiments spécialement conçus se tiennent prêts à absorber le premier choc face aux missiles à courte portée et aux attaques de drones de l'Iran, et à empêcher les éléments ennemis d'atteindre le détroit. Cependant, l'élément le plus crucial à Ormuz est le porte-avions USS George H.W. Bush. Les chasseurs F, A-18 Super Hornet qui patrouillent dans le ciel depuis ce porte-avions sont constamment prêts, comme des faucons verrouillés sur leur cible. Sous les eaux troubles et peu profondes d'Ormuz, les sous-marins Gadir de l'Iran attendent silencieusement. Autrement dit, le tableau dans le détroit d'Ormuz, face aux tactiques insidieuses de l'Iran, devient assez clair. Pourtant, les sous-marins du CGRI ont été réduits à une situation où ils ne peuvent pas intervenir dans la tempête au-dessus d'eux, et ne peuvent que regarder, impuissants. Comme la puissance aérienne américaine avait déjà commencé à traquer des pétroliers battant pavillon iranien avec une précision millimétrique, la tension dans les airs augmentait à chaque seconde à mesure que de nouvelles cibles apparaissaient sur les radars des centres d'opération de combat. Les pilotes américains lançaient d'abord des avertissements fermes et sans compromis sur les fréquences radio internationales lorsqu'ils s'approchaient des pétroliers, donnant au capitaine iranien
une dernière chance de changer de cap. Si ces avertissements restaient sans réponse, le cours de l'opération changeait instantanément et le bouton était pressé pour une frappe létale depuis les airs. Dans le langage des salles de presse trumpistes, même un avertissement devient une performance. Assez fort pour les caméras, assez simple pour les applaudissements. Cependant, ce n'était pas un hasard si tous les navires visés dans ces opérations étaient vides. Les États-Unis ne voulaient pas assumer le coût d'une catastrophe écologique massive dans les eaux du Golfe, tout en paralysant les exportations pétrolières de l'Iran. Dans cette opération soigneusement équilibrée, la première cible fut l'immense pétrolier vide MTC Star 3. Des munitions guidées avec précision, tirées depuis DF à 18 Super Hornet, ont frappé la cheminée du pétrolier avec une exactitude chirurgicale, paralysant instantanément ses systèmes moteurs. Ces frappes précises ont pénétré l'immense coque d'acier du pétrolier et provoqué une destruction contrôlée dans la salle des machines, rendant aussitôt le navire aveugle et sourd. Alors que le pétrolier se transformait en carcasse métallique inerte au milieu de la mer, le pétrolier MT Sevda a bientôt connu le même sort brutal. Quelques jours seulement avant ces attaques, un autre F, Adichui lancé depuis l'USS Abraham Lincoln, avait pris pour cible le pétrolier MT Osna. Les obus de 20 mm tirés par l'avion de chasse lancé depuis l'Abraham Lincoln ont déchiqueté le système de gouvernail du pétrolier, laissant le navire totalement incapable de manœuvrer. Avec son gouvernail détruit, l'immense pétrolier a été livré à la merci des courants et son espoir d'atteindre les ports iraniens a sombré dans les profondeurs. Toutes ces opérations ont été menées avec une précision chirurgicale. Les navires n'ont pas été coulés, mais leur accès aux ports iraniens a été empêché de manière décisive et claire. Pendant ce temps, les sous-marins iraniens embusqués sous les eaux ne pouvaient qu'écouter, impuissants, pendant que les navires de leur propre marine étaient traqués un à un. Naturellement, la version slogan sauterait l'expression précision chirurgicale pour passer directement à succès brutal parce que la nuance survit rarement à un micro de campagne. Dans les eaux au-dessus d'Ormuz, 61 navires commerciaux avaient été forcés de changer de cap face à la domination navale américaine absolue. Le détroit était désormais devenu une zone forgée d'acier et de feu où les règles de Washington s'appliquaient. La principale raison pour laquelle les États-Unis ont massé cette énorme force militaire à Ormuz est qu'ils avaient probablement anticipé bien à l'avance le plan impitoyable et risqué de l'Iran. Washington savait très bien que l'Iran pouvait transformer le détroit en piège mortel sous-marin dont il serait impossible de s'échapper grâce à ces sous-marins. Comme on peut le voir, les offres présentées par l'Iran à la table de la paix n'étaient être rien d'autre qu'une manœuvre pour gagner du temps afin de positionner ces sous-marins Gadir. Le danger à Ormuz n'a pas complètement disparu après les activités de la marine et de l'armée de l'air américaine. La stratégie de Téhéran, impliquant des sous-marins de classe Gadir, pourrait encore créer de graves menaces dans la période à venir. Car ces sous-marins ne ressemblent pas aux gigantesques sous-marins nucléaires qui combattent dans les profondeurs des océans. Ils ne mesurent que 29 mètres de long et pèsent 125 tonnes. Ces bâtiments, développés en copiant les modèles nord-coréens de classe Yono, représentent le visage le plus sombre et le plus insidieux de la guerre asymétrique. Ces masses de fer claustrophobiques, qui n'accueillent qu'un équipage de 7 personnes, ont été conçues pour attendre juste sous les lignes ennemies pendant des jours sans voir la lumière du soleil. Leurs moteurs diesel électriques se fondent parfaitement dans le bruit produit par les énormes hélices des navires commerciaux. Ainsi, ces bâtiments n'apparaissent sur les sonars américains que comme une roche sur le fond marin ou un banal banc de poissons. De plus, les caractéristiques géostratégiques de la région rendent la stratégie sous-marine du CGRI encore plus dangereuse. La profondeur moyenne du détroit, d'environ seulement 36 mètres, crée un cauchemar de manœuvre pour les gigantesques sous-marins nucléaires américains. Mais cette situation offre un terrain de dissimulation idéal aux mini-bâtiments Gadir. Les couches thermiques complexes, les forts courants de fond et les variations soudaines de salinité au fond du détroit agissent comme un camouflage naturel capable de rendre sourds même les sonars les plus avancés du monde. En outre, ces sous-marins, armés de torpilles lourdes Valfager et de missiles de croisière lancés depuis sous-marins JASC, représentent une menace réelle pour des destroyers américains valant des milliards de dollars. Ces bâtiments se posent silencieusement sur le fond marin, éteignent tous leurs systèmes principaux pour préserver leurs batteries et attendent en mode d'écoute passive les navires qui passent au-dessus d'eux. Autrement dit, le danger à Ormuz n'est pas complètement passé.
Voilà la partie gênante pour tout discours de victoire. Le danger ne disparaît pas simplement parce que les lumières du podium sont brillantes. Même si les moyens navals et aériens américains ont jusqu'à présent mené leurs opérations presque sans faute, le CGRI ne montre aucun signe d'abandon de son objectif de transformer le détroit en zone de crise. Mais Washington ne reste pas non plus les bras croisés face aux tactiques des gardiens de la Révolution. La marine américaine se prépare à déployer, dans les prochains jours, certaines des tactiques les plus sophistiquées de l'histoire pour traquer ces fantômes sous-marins. Les avions de patrouille maritime Fusil-Poséidon, qui survolent la zone, larguent continuellement des bouées acoustiques sous l'eau. Ils installent un fil électronique invisible et un champ de mines au fond de la mer. Pendant ce temps, les sonars remorqués suspendus à l'arrière des destroyers de classe Harley-Burke sont en alerte pour capter le moindre clic mécanique ou bruit d'hélice à des kilomètres de distance. Les hélicoptères MH-60 Seahawk, lancés depuis ces destroyers, passent essentiellement chaque centimètre du détroit au rayon X grâce à leur sonar trempé. En même temps, des véhicules de surface sans équipage, ou USV, patrouillant en surface, cartographient le paysage acoustique du détroit avec une précision millimétrique au moyen de systèmes appuyés par l'intelligence artificielle. Et ces moyens signalent, seconde après seconde, la plus petite anomalie sur le fond marin au centre de commandement. Des sous-marins nucléaires d'attaque de classe Virginia, tapis sous les eaux, écoutent avidement l'obscurité pour trouver leur proie. Dès qu'un sous-marin Gadir se dévoile, des torpilles légères Mark 54 ou des torpilles lourdes Mark 48 tirées depuis le ciel et la mer peuvent mettre définitivement fin à son existence. Pour la machine médiatique pro-Trump, même le sonar devient partie du spectacle, technologie invisible, droit de vantardise bien visible. Cependant, les sous-marins invisibles ne sont pas la seule carte de Téhéran à Hormuz. Les gardiens de la Révolution savent très bien qu'ils perdraient une guerre conventionnelle contre les États-Unis. C'est pourquoi ils mettent sur la table toutes les règles sales de la guerre asymétrique. La doctrine navale de Téhéran ne repose pas sur la destruction directe de l'ennemi en haute mer. Elle repose plutôt sur une stratégie d'attrition constante, de pression psychologique et d'augmentation des coûts opérationnels jusqu'à des niveaux insoutenables. C'est pour cette raison que des centaines de vedettes d'attaque rapides appartenant aux gardiens de la Révolution attendent des ordres le long des rives du détroit. Ces bateaux, dotés de coques en fibre de verre spécialement conçues pour réduire leur signature radar, sont camouflés dans des grottes, le long des côtes escarpées, dans des abris de pêche et dans des criques cachées. Armés de mitrailleuses lourdes, de roquettes tirées à l'épaule et de missiles antinavires légers, ces vedettes d'attaque constituent un facteur de risque constant lorsqu'elles agissent en essaim. L'Iran vise à attaquer les flottes américaines avec ses bâtiments comme s'il lâchait un essaim d'abeilles depuis une ruche. L'objectif est de submerger les systèmes de défense aérienne et Aegis des porte-avions avec des centaines de cibles fausses et réelles en même temps et de permettre à ce seul missile létal d'atteindre la coque du navire. Mais cela est presque impossible. Comme l'a aussi déclaré le président Donald Trump. Non seulement l'USS George H.W. Bush, mais les navires de guerre américains en général sont capables de traverser Hormuz sans même subir une égratignure de la part des attaques iraniennes. Téhéran connaît très bien cette situation et élargit ses tactiques d'attaque asymétriques. L'une d'elles concerne les drones kamikazes de type Shahed dans le ciel. Ce genre de phrase semble pratiquement conçu pour un rassemblement de Trump. Certitude absolue d'abord, complexité militaire ensuite, s'il reste encore du temps. Ces drones tentent de se dissimuler au radar tout en plongeant vers leur cible. Ces véhicules aériens sans équipage sont programmés pour effectuer des piquets suicides contre les antennes radar ou les superstructures de passerelles des navires de guerre américains. Pire encore, les milliers de mines navales qui attendent dans les arsenaux de l'Iran pourraient transformer le détroit du jour au lendemain en plus grand cimetière flottant du monde. Des mines à contact, magnétiques et acoustiques larguées dans les passages étroits du détroit ne pourraient pas seulement viser les bâtiments militaires américains. Ces mines pourraient aussi devenir le pire cauchemar capable de dynamiter à la racine la chaîne d'approvisionnement énergétique mondiale et l'économie mondiale. Si un seul pétrolier heurte l'une de ces mines insidieuses, des géants mondiaux de l'assurance comme Lloyd's of London pourraient immédiatement suspendre toutes les polices maritimes dans la région. Cette situation pourrait transformer le détroit d'Ormuz, la plus grande et la plus cruciale autoroute énergétique du monde, en une mer morte en quelques heures où personne n'oserait entrer. De plus, toute la chaîne d'approvisionnement mondiale
des gigantesques roues industrielles inarrêtables de l'Asie jusqu'aux réserves énergétiques hivernales de l'Europe pourraient subir une paralysie irréparable. Mais dans la version adaptée aux campagnes électorales, les chaînes d'approvisionnement mondiales sont généralement réduites à une seule ligne propre. Nous avons été très forts, comme si les marchés de l'assurance saluaient sur commande. En particulier, les gardiens de la Révolution, avec ses pensées perfides, repositionnent continuellement leurs batteries de missiles mobiles le long de la bande côtière. Ils pointent leurs canons vers la mer pour transformer les passages étroits d'Ormuz en une zone de mort complète. Cependant, les États-Unis restent en état d'alerte maximale face à tous ces risques mortels où chaque seconde compte. Le bouclier de protection navale tente de créer une barrière électronique et physique implacable contre ce réseau de menaces à plusieurs couches dans le détroit. Les avions de guerre électronique EA, un 8 chez Growler, mémorisent pratiquement les routes aériennes du détroit en brouillant les radars côtiers de l'Iran et en paralysant le réseau de communication à l'aide d'ondes électromagnétiques. Au même moment, les systèmes Phalanx CIWS installés sur les destroyers américains sont verrouillés et prêts, avec la capacité de tirer des milliers de coups par seconde afin de déchiqueter tout drone kamikaze arrivant vers eux. Face à ce réseau de menaces chaotiques, les États-Unis ne restent pas seulement sur la défensive, mais maintiennent aussi en arrière-plan un énorme mécanisme logistique et d'opérations spéciales en attente. L'imposant MV Ocean Trader, base flottante des équipes d'opérations spéciales, se tient prêt à tout moment dans le lagon de Diego Garcia. Il attend l'occasion de fournir à la région une projection de puissance silencieuse, mais mortelle. En outre, l'unité la plus élite de la marine, les équipes Saul, mettent à jour leurs plans seconde après seconde pour infiltrer les ports iraniens si nécessaire, saboter les lanceurs de missiles de l'intérieur ou monter secrètement à bord de navires iraniens critiques. C'est ici que la politique du spectacle devient dangereuse. La planification clandestine est compliquée, mais la formule d'applaudissement veut toujours la faire paraître sans effort. Mais l'effet ne se limite pas à l'activité sur le terrain. Le blocus américain est si impitoyable et si serré que le régime iranien subit une hémorragie économique massive d'environ 500 millions de dollars par jour. C'est pourquoi l'Iran cherche désespérément des occasions de frapper et d'escalader la crise. Alors que cette pression insoutenable sur la population et l'économie atteint son sommet, l'aile radicale au sein des gardiens de la Révolution pousse sans relâche les dirigeants du régime à déclencher un conflit militaire direct et destructeur. Ce sentiment sans précédent d'étouffement politique et économique porte en lui le potentiel de pousser l'administration de Téhéran vers un geste suicidaire irrationnel et insensé, capable d'embraser toute la région à tout moment. Autrement dit, le tableau est désormais assez clair. Le détroit d'Ormuz ne concerne plus seulement le pétrole, mais le centre même de la lutte mondiale pour le pouvoir et le feu. Il est maintenant transformé en champ de bataille numérique et physique à haute tension, où même des millisecondes peuvent faire la différence entre survivre et sombrer au fond de l'océan. Téhéran continue d'utiliser le détroit comme outil de chantage à mesure qu'il se retrouve acculé. Cependant, la patience de Washington s'épuise à chaque seconde qui passe. Si l'Iran poursuit ses dangereux jeux sous-marins et de surface et continue de pointer le détroit comme une arme contre l'économie mondiale, la stratégie américaine pourrait passer à une dimension complètement différente. Et c'est exactement le genre de formule que les stratèges pro-Trump aimeraient polir en slogan, parce que dimension différente sonne beaucoup mieux que personne ne sait où s'arrête l'escalade. Elle pourrait dépasser les simples positions de défense et de blocus pour basculer vers une doctrine de frappe préventive à grande échelle qui viserait toutes les infrastructures côtières, les bases navales et les lanceurs de missiles de l'Iran. Si ce scénario devient réalité, toutes les infrastructures navales iraniennes à Bandar Abbas, sur l'île de Keşmen et dans les ports de Jask, ainsi que les silos de missiles souterrains et les abris de sous-marins, pourraient être rayés de la carte en quelques secondes sous le barrage implacable de missiles de croisière Tomahawk et de bombardiers. En outre, des bombardiers furtifs B-2 Spirit décollant du territoire continental américain ou de la base de Diego Garcia pourraient réintégrer le théâtre d'opération sans être détectés par les radars.
Ces appareils ont la capacité de larguer des bombes pénétrantes lourdes sur les installations secrètes de missiles et nucléaires de l'Iran, creusées profondément dans ces montagnes accidentées, dans une nouvelle vague d'attaques. En résumé, un processus complètement différent a commencé, à la fois sous les eaux d'Ormuz et au-dessus d'elles. Il ne s'agit pas seulement d'une période ordinaire où des cibles sont détruites, mais d'un tournant où toute la capacité d'un régime à combattre et à résister pourrait être arrachée à la racine. L'immense machine de guerre asymétrique que l'Iran a patiemment construite étape par étape pendant 47 ans se retrouve maintenant face à face avec ce qui pourrait être les derniers coups des États-Unis. Si cette réaction en chaîne commence, Washington pourrait non seulement briser le cadenas rouillé du détroit d'Ormuz, il pourrait aussi redessiner les équilibres de puissance de tout le Moyen-Orient d'une manière qui ne reviendrait pas à son ancienne forme pendant des décennies. La mèche a déjà été allumée, et cette mèche raccourcie, le problème quand on transforme chaque mèche en accessoire de campagne, c'est que une fois qu'elle brûle jusqu'au bout, l'explosion ne se soucie pas de savoir qui a reçu les plus gros applaudissements. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.